Bienvenue à tous pour cette présentation de la CPTS SEMSO pour Strasbourg Eurométropole Sud-Ouest. Donc, le but de ce webinaire, le troisième de ce type, c'est de vous présenter donc, la CPTS, la communauté, et nos différentes, d'où elle est née, et les différentes missions et actions donc, de cette communauté. Et dans un deuxième temps, donc, il y aura un temps d'échange entre nous tous où vous pourrez nous poser toutes les questions qui vous brûlent les lèvres depuis le début de cette présentation. Alors, je vais essayer de... Donc, la CPTS SEMSO, on va d'abord qu'est-ce qu'une CPTS, le territoire sur lequel nous agissons, les premières actions qui ont été mises en place, on fera un tour du côté des professionnels de santé de la CPTS, la gouvernance, et les membres du bureau et l'équipe de coordination. Donc, une CPTS, c'est une structure de soins coordonnés qui est un regroupement donc, de professionnels de santé qui sont du social et du médico-social. C'est une association donc, et qui s'articule autour d'un projet de santé commun. Et l'ensemble de la communauté donc, réfléchit autour d'actions de ce projet de santé. Et des groupes de travail sont mis en œuvre selon certaines thématiques qu'on verra plus tard. Et ces groupes de travail, donc pluridisciplinaires et du social et du médico-social, mettent en œuvre le projet de santé qui a été validé au début de la construction de la CPTS. Donc, le territoire de notre CPTS, c'est 19 communes. C'est une CPTS de taille 3, sachant que les CPTS ont de taille 1 à 4, donc c'est quand même une CPTS importante. 110 000 habitants sur l'ensemble de ce territoire, 19 communes que vous voyez donc sur cette carte et qui donc sont au sud et à l'ouest de l'Eurométropole de Strasbourg. Il y a 742 professionnels de santé libéraux qui ont été identifiés sur l'ensemble de notre territoire. Et en 2022, nous avions donc 230 adhérents. Donc, c'est des adhérents à titre personnel, des professionnels de santé. Les premières actions de la CPTS ont été le centre de vaccination contre le Covid et les consultations en centre d'hébergement des déplacés ukrainiens. Cela s'inscrit dans la mission 1 de notre CPTS qui sera vue en détail plus tard. Le centre de vaccination, donc, il a été mis en œuvre en janvier 2020 avec le soutien de la mairie de Lingolsheim et c'était uniquement des libéraux donc, qui agissaient dans ce centre de vaccination qui a mobilisé beaucoup de professionnels et de nombreux bénévoles. Et il y a eu plus de 70 000 vaccinations au 31/10/2022 qui ont pu être réalisées par l'ensemble des professionnels. Et c'est vraiment cette expérience autour de ce centre de vaccination qui a été à l'émergence de la communauté professionnelle de territoire de santé qu'on connaît aujourd'hui, SEMSO, où les gens ont pu se rencontrer et donc travailler à la mise en œuvre et la mise en place de cette CPTS. Donc, du côté des professionnels de santé, comme je disais, 742 professionnels identifiés, majoritairement des médecins généralistes et des infirmiers libéraux. Donc 134 médecins, 170 infirmiers, 55 spécialistes, 13 sages-femmes, beaucoup de masseurs kinésithérapeutes, 203, des chirurgiens dentistes, des orthophonistes et d'autres professions de santé. Donc voilà la composition de cette communauté de professionnels. Donc, c'est une association, donc une gouvernance assez classique pour une association. Il y a un comité de direction ou comité d'administration qui exécute les décisions qui ont été prises en assemblée générale. Notre dernière assemblée générale a d'ailleurs eu lieu cette semaine, pas plus tard que mercredi soir. Et donc, le comité de direction statue sur les actes importants de la vie de l'association. Il y a un bureau qui gère les affaires courantes et la coordination des actions en lien avec les référents des différentes actions et une équipe de salariés. Donc, les membres du bureau sont le président Yannick Schmidt, qui est médecin généraliste, le secrétaire général Christophe Rohrbach, qui est médecin généraliste et qui est connecté aujourd'hui. Nous avons Hélène Matouk, qui est infirmière libérale, qui est trésorière, le secrétaire adjoint, infirmier libéral également, Nicolas Krieg, et la trésorière adjointe, Liane Bechtol, qui est gynécologue. Et l'équipe salariée, donc c'est Johanna Comte qui est chargée de mission et de la communication, et puis moi-même qui est donc coordinateur de cette CPTS. Au niveau du projet de santé, donc il y a eu, pour le définir, un diagnostic territorial en premier lieu, qui donc a fait la création de ce projet de santé.
Le diagnostic territorial, c'est un ensemble de données qui a été récolté, issues de différentes sources qui sont listées là. Donc, il y a Rayzone, Carto Santé, l'ORS Grand Est, des rapports de l'ARS et le contrat local de santé. Qu'est-ce qu'il en est ressorti donc, de ce diagnostic territorial? Déjà que la population donc, de notre territoire est une population vieillissante, qu'il y a beaucoup de départs à la retraite de médecins généralistes et spécialistes. Toutefois, l'offre de soins reste suffisante, mais inégalement répartie, puisque l'ensemble des spécialités est concentré sur 2 communes sur les 19 communes de l'ensemble du territoire. Les maladies prévalentes sont le cancer du sein, du côlon, de l'utérus, et les maladies respiratoires et le diabète. Donc, il y a des actions spécifiques qui vont être mises en place sur ces maladies prévalentes suite à ce diagnostic. Il y a également un constat de perte d'information au niveau du suivi du patient à l'entrée et à la sortie de l'hospitalisation, ce qui va donc également faire découler une action spécifique au lien entre la ville et l'hôpital qu'on reverra plus tard. Il y a donc 6 missions. La première mission, c'est de favoriser l'accès aux soins. La mission 2, qui est également une mission socle à toutes les CPTS de France, c'est favoriser l'organisation du parcours pluriprofessionnel autour du patient. La mission 3, c'est le développement des actions territoriales de prévention. Donc, on reviendra sur les maladies prévalentes qu'on a vues à la dia précédente. La mission 4, qui est également une mission socle pour l'ensemble des CPTS, c'est la gestion des crises sanitaires. La mission 5, qui est une mission spécifique à notre CPTS, c'est l'amélioration de la qualité et la pertinence des soins dans une action spécifique sur la iatrogénie, les risques iatrogéniques. Et c'est une action qui va être mise en place cette année. Et la 6e mission, c'est l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire de la CPTS. Donc, la mission 1, la première action, c'est de favoriser l'accès aux médecins traitants et aux spécialistes. Alors, pour le moment, au niveau de la CPTS, nous avons fait un état des lieux de l'offre de soins auprès des spécialités médecins généralistes, IDEL et chirurgiens dentistes. Les résultats sont publiés, on en verra un extrait après. Et nous avons également réalisé une cartographie annuaire des médecins et des infirmiers libéraux qui ont de la place dans leur patientèle. Et cette cartographie sera mise à disposition des adhérents de la CPTS. Donc voilà un extrait de l'offre de soins, des enquêtes dont je vous parlais précédemment. Donc vous pouvez voir au niveau des médecins généralistes que sur l'ensemble des répondants, c'est 35% des médecins du territoire qui ont répondu à cette enquête. 66% sont en capacité d'accueillir des nouveaux patients au cabinet et 19% à domicile. Au niveau des soins non programmés, donc qui se résume en impossibilité pour le médecin traitant de recevoir dans les 48 heures son patient. 77% de ces médecins sont en capacité d'accueillir ponctuellement des soins non programmés en cabinet et 17% à domicile. Du côté des infirmiers libéraux, donc on a eu un taux de retour de 19% de réponses sur l'ensemble du territoire. 90% sont en mesure d'accueillir dans leur cabinet des nouveaux patients, et 97% d'en prendre en charge à domicile. Du côté des dentistes, donc 85% sont en mesure d'accueillir des nouveaux patients sur les 17,3% des dentistes qui ont répondu au sondage. Le but étant tous les ans de refaire cette enquête et de faire évoluer dans le bon sens le nombre de professionnels en capacité d'accueillir des nouveaux patients et surtout d'avoir un taux de réponse plus important en faisant adhérer de plus en plus de professionnels à notre CPTS. Également, il y a eu un état des lieux de l'offre de second recours qui a été réalisé par Inès Longuet, qui est étudiante en sciences politiques dans le cadre de son stage à la CPTS l'été dernier. Donc, cet état des lieux de l'offre de second recours est plein de riches informations et je vous propose de le télécharger sur le site internet de la CPTS parce qu'il est très intéressant de voir les disparités entre les différentes communes de l'ensemble de notre territoire et même par rapport aux chiffres nationaux sur ces données. Donc voilà, c'est cet état des lieux qui nous permet aussi d'avoir des bases de référence pour mettre en place des actions et puis améliorer l'accès aux soins de second recours sur le territoire.
Donc, comme je vous le disais, nous avons créé une cartographie annuaire donc des professionnels qui peuvent accueillir de nouveaux patients. Cette cartographie sera mise à disposition de l'ensemble des adhérents des CPTS via un lien simple de Dropbox et ce sera accessible via notre site internet qui est en cours d'évolution. Voilà, donc c'est exactement ça. L'action 2 de la mission 1 de l'accès aux soins, c'est la promotion de l'accès aux droits des patients, des professionnels de santé et des patients eux-mêmes. Pour le moment, c'est une action que nous allons démarrer activement en avril. Pour le moment, nous faisons des relais vers les formations que la CPM du Bas-Rhin propose sur cette thématique d'accès aux droits et d'accès aux soins. Et nous allons mettre en place, de notre côté, en tout cas, des formations spécifiques à notre territoire et portées par des membres du territoire de la CPTS. L'action 3, c'est la mise en place d'un dispositif adapté de réponse aux soins non programmés. Donc, suite à notre enquête, on a constaté que 56,6% des médecins membres de la CPTS sont susceptibles d'accueillir des soins non programmés. Et nous sommes toujours dans l'attente du dispositif SAS, service d'accès aux soins, pour choisir un outil de soins non programmés, un outil numérique qui sera donc accessible via l'application Parceo. Parceo étant une application portée par Pulsi et gratuite pour les professionnels de santé et qui est dans une solution de coordination de parcours par messagerie sécurisée. Et il y aura donc la possibilité via cette application d'accéder à une application sur la gestion des soins non programmés. Mais pour l'instant, la CPTS SEMSO n'a pas encore fait de choix sur le prestataire. Et par rapport donc à au dispositif des soins non programmés, donc nous organisons des webinaires sur cette thématique. L'action 4, c'est favoriser l'accès aux soins des personnes en situation de précarité et de migration. Nous avons fait un bilan 2022 sur l'accueil des déplacés ukrainiens sur les 2 centres qui sont sur notre territoire, donc à Gespolsheim et Ensheim. Il y a eu un retour d'expérience qui a été fait en février avec l'ARS notamment. Et au niveau de l'interprétariat, donc nous travaillons avec Migration Santé Alsace et l'interprétariat a augmenté de 20,9% par rapport à l'année précédente de sollicitation des interprètes pour les consultations des déplacés ukrainiens et autres. Donc, vous pouvez retrouver ce document sur notre site internet où vous pouvez nous le demander par mail et on l'envoie. Donc, c'est vraiment une synthèse, un bilan 2022 des actions dans les centres d'hébergement des déplacés ukrainiens. Et vous pouvez constater qu'il y a eu 769 consultations qui ont été réalisées par 4 médecins généralistes en tout qui sont donc intervenus, ce qui représente 195 heures de consultation. Et il y a eu 731 consultations de patients à droit ouvert et 38 de patients sans droit ouvert. Donc, il est téléchargeable, comme je vous le disais, sur notre site internet. La mission 2, c'est favoriser l'organisation du parcours pluriprofessionnel autour du patient. L'action 5, c'est la prise en charge des troubles du neurodéveloppement. Donc, on a la chance dans notre conseil d'administration d'avoir 3 orthophonistes très impliqués dans cette action. Et une enquête est actuellement en cours auprès des orthophonistes de l'ensemble du territoire, surtout pour connaître les délais de prise en charge qui sont très longs chez les orthophonistes et voir comment on peut le raccourcir avec cette action. Et en parallèle, il y a une enquête auprès des autres professionnels qui prennent en charge également des troubles du neurodéveloppement. Et le tout, c'est d'organiser à terme, cette année en tout cas, une journée sur cette thématique et voir comment mieux articuler les choses pour réduire le temps d'attente notamment. L'action 6, c'est la prise en charge des soins palliatifs à domicile. Donc, on a établi un guide d'entretien qui nous a déjà amené d'ailleurs à aller rencontrer les structures de prise en charge des soins palliatifs, donc l'équipe mobile de soins palliatifs et le réseau de soins palliatifs, et un peu le but, c'est vraiment de rendre beaucoup plus visible le parcours et puis qui intervient, qui fait quoi auprès de la CPTS et que ce soit clair pour tous les professionnels de santé de comment orienter ces patients en soins palliatifs et comment ils sont pris en charge. Et l'action 7, c'est le lien entre la ville et l'hôpital pour les admissions et les sorties de patients. Là également, on a
élaboré un document en inter-CPTS, donc avec l'ensemble des CPTS du 67, qui va nous permettre d'aller à la rencontre des différents services des établissements privés et publics donc du 67, et d'avoir leur retour de leur côté sur ce qu'ils attendent du monde libéral et comment les choses peuvent être améliorées dans les deux sens pour qu'il y ait une meilleure communication, que ce soit à l'entrée, pendant ou à la sortie de l'hospitalisation. La mission 3, favoriser le développement des actions territoriales de prévention. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas démarré concrètement ces actions. Elles démarreront un peu plus tard. Je vais trop vite. Un peu plus tard, voilà, dans l'année. Donc, c'est la prévention en santé mentale. Donc, on a déjà intégré des groupes de travail, notamment dans le contrat local de santé mentale. Ensuite, l'action 9, obésité infantile. Pour l'instant, il y a une rencontre qui a été avec Redom et la ville d'Oswald pour mettre en place des actions sur cette thématique. L'action 10, donc c'est les maladies respiratoires, et 11, donc c'est la prévention du cancer, sein, côlon et utérus. La mission 4, mission gestion de crise sanitaire, donc c'est la 12e action de la CPTS, donc c'est une action socle à l'ensemble des CPTS. Donc, c'est gérer la crise du Covid, les soins des déplacés ukrainiens et les plans d'action de gestion de crise. Alors, ce plan d'action de gestion de crise, on a reçu la trame fin décembre de l'année dernière, et donc cette mission doit être démarrée avant juin 2023. C'est une mission qu'on va travailler en inter-CPTS, puisque ce sont les mêmes intervenants sur l'ensemble du territoire. Et on propose donc à ces CPTS de mutualiser un prestataire extérieur, parce que c'est un gros sujet qui demande aussi une articulation très forte avec les plans existants, donc avec l'ARS, et c'est quelque chose qui va démarrer très, très bientôt, on l'espère en tout cas. Je vais vous en parler, donc ça c'est une action qui est spécifique à notre CPTS suite au diagnostic territorial, c'est lutter contre le risque iatrogénique médicamenteux. Pour le moment, l'action n'a pas démarré, elle démarrera au 4e trimestre de cette année. Et la dernière mission, la mission 6, l'accompagnement des professionnels de santé. Donc, il y a l'action 14 qui est de favoriser l'attractivité du territoire, donc de donner envie plus simplement aux professionnels de santé qui viennent d'être diplômés de s'installer sur le territoire de la CPTS. Donc, pour le moment, nous avons recensé l'ensemble des lieux de stage des différentes professions, donc médecins, infirmiers, orthophonistes, kinés, et de savoir quels sont les terrains de stage possibles sur ces différentes spécialités. Et également, nous avons créé une fiche contact qui sera adressée aux stagiaires en médecine générale et également en pharmacie, les étudiants infirmiers, pour connaître un petit peu leurs besoins en matière de stage et s'ils ont l'intention à terme de s'installer sur notre territoire. Alors, pour terminer donc cette présentation, je vais parler de l'adhésion. Pourquoi adhérer à la CPTS et quelles sont les valeurs de la CPTS? Alors, pour les valeurs de la CPTS, c'est de favoriser une approche globale de la santé, de respecter l'autonomie individuelle, de favoriser une participation de la population à la conception et à l'organisation des actions. Donc ça interviendra surtout dans l'ensemble des actions de prévention et de répondre aux besoins des plus vulnérables et éloignés de l'offre de santé. Donc voilà, la santé pour tous, qu'on habite en ville ou moins en ville. Donc, pourquoi une CPTS? D'abord, pour se rassembler autour de valeurs communes et puis pour travailler ensemble pour améliorer la prise en charge, améliorer le système de santé, améliorer le lien entre les professionnels, comme entre les patients et les professionnels. Et puis également, il y a toute une notion très forte de partage d'expérience et d'expertise entre les différents professionnels qui n'étaient peut-être pas forcément autant amenés à se rencontrer avant. Donc, c'est vraiment un décloisonnement de l'ensemble des professionnels du territoire et la construction d'un réseau. Elle s'adresse à qui, les CPTS? À tous les professionnels et acteurs de la santé, du social et du médico-social. C'est une adhésion qui est à 10 €, qui sont presque, je dirais, symboliques. Tous les particuliers qui le souhaitent peuvent adhérer à titre gratuit et nous proposons aux structures de notre territoire ou collées à notre territoire
de faire des conventions de partenariat qui sont à titre gratuit et qui engagent les deux partenaires, la CPTS et donc le co-signataire de la convention, à travailler ensemble sur différentes actions selon les besoins de chacun. Pour adhérer, donc c'est très simple, hein, vous avez un QR code que vous pouvez flasher maintenant ou retrouver sur le site internet de la CPTS. Donc, c'est 10 € par an et par personne, donc c'est des années civiles. Et comme je le disais, donc, les conventions gratuites bilatérales entre personnes, pour les personnes morales. Voilà. Et juste une note, pour certains professionnels de santé, d'adhérer à une structure de soins coordonnés permet de maintenir un forfait structure, notamment pour les médecins libéraux. Pour vous tenir informé des actualités de la CPTS et des différentes actions, donc vous pouvez vous abonner à l'infolette, il y en a 2 à 3 par mois, nous suivre sur LinkedIn ou découvrir le site. Donc je vais laisser cette diapositive un petit peu installée et j'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez intégrer un groupe de travail, vous pouvez tout à fait le faire puisque tous les groupes sont ouverts et se réunissent, on va dire, tous les mois et demi à peu près pour avancer sur les différentes actions. Et donc, vous pouvez m'écrire à moi directement à coordination@cpts-strasbourg.org. Donc voilà, et j'en ai fini pour cette présentation et je vous propose donc de passer un temps d'échange. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà, et vous pouvez, si vous le souhaitez, allumer vos caméras. Et avant donc de poser vos éventuelles questions, vous présenter rapidement, comme on ne se connaît pas forcément tous. Et puis, donc, on se chargera de vous répondre au mieux. Et il y a notamment Christophe Rohrbach, notre secrétaire, qui est connecté et affiché actuellement. Voilà, merci pour votre attention. Apparemment, personne n'ose commencer la première discussion. René Scholl, maire de Lipsheim. Je me suis joint à ce webinaire parce que j'y ai été poussé par mon adjointe, je crois qu'elle doit être en ligne aussi, mais surtout aussi parce que je n'ai pas bien compris le premier exposé que je crois que M. Schmitt était venu faire dans mon bureau. Et j'avais 2-3 questions. Donc, je commence à comprendre un peu mieux à quoi cet organisme peut servir. Première question d'ordre plus juridique. Ces CPTS ont été… Est-ce qu'il y a une loi, un règlement, etc., au plan national qui en définit ce que c'est? Et quel est est-ce que le ministre de la Santé ou quelle est votre autorité de tutelle? C'est la première question. La deuxième question, c'est de quoi vous vivez, qui vous paye, parce que c'est ceux qui vous payent qui sont les patrons. Et la troisième question, pourquoi est-ce qu'une commune comme celle de Lipsheim est sollicitée pour adhérer à votre association? Alors, je vais laisser Christophe répondre, il a levé le doigt. Oui, j'ai levé le doigt. Donc, bonjour Monsieur le maire, merci d'être présent. Donc, je vais juste revenir un peu sur l'objet. Hein. C'était donc la communauté. En fait, c'est issu d'un décret. Ces CPTS sont issus d'un décret qui date de 2016. Donc, c'est une volonté du ministère de la Santé et de la Prévention, par l'intermédiaire de la Direction générale de la santé, de déployer sur les territoires des organisations pluriprofessionnelles portées par les libéraux, mais pas que, et qui a vocation à agréger tout ce qui a trait à la santé. Hein. Je vous rappelle que la santé, ce n'est pas que le soin ou le sanitaire, c'est aussi le social et le médico-social. Donc, dans le mot communauté, c'est un mot fort, hein, il y a l'idée de réfléchir collectivement à tout ce qui a trait à la santé dans la définition de l'Organisation mondiale de la santé. C'est tout ce qui a trait au bien-être physique et mental de la population et des habitants d'un territoire. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça part d'un décret qui finance et qui commande, qui gouverne, qui finance. En fait, ce financement a lieu dans le cadre d'un accord conventionnel interprofessionnel que la CPTS signe avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Et donc, finalement, le financement de la CPTS, ça part d'une caisse commune
qui finance en fait tout le système de santé français, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance maladie, avec sa branche maladie, finance des projets, des hôpitaux, des professionnels libéraux, du médico-social parfois pour une part. Voilà. L'ARS a aussi participé à un moment donné sur des financements starter. Alors, par rapport à qui commande, ce n'est pas la CEPAM qui commande, malgré le fait qu'elle nous finance. Hein. Je vous dirais, comme les libéraux, moi j'en suis un, comme les libéraux disent, nous sommes libérales et malgré tout, nous avons des actes rémunérés par la Caisse primaire d'assurance maladie. C'est un petit pied de nez que je lance en fait. Donc, qui finance, c'est bien la Caisse primaire. Qui commande, notre destin, on le porte au sein d'une gouvernance et la gouvernance, c'est le comité directeur, c'est le bureau et c'est le collectif qu'on essaie d'agréger. Voilà. La dernière question, c'est pourquoi on a besoin de l'IPSAIM dans cette communauté. On a besoin de l'IPSAIM parce que les communes ont des centres d'action sociale. Et ces centres d'action sociale participent aussi ont un regard en fait, sur la santé de leurs citoyens, concitoyens. Et à ce titre, ça permet peut-être de travailler sur des signaux faibles. On l'a vu pendant le Covid où il y a eu un aller vers des communes vers les patients les plus fragiles, les plus précaires, les plus âgés, les plus polypathologiques, les plus socialement défavorisés. Et nous, ça nous intéresse, ces dispositifs-là, et ça nous intéresse de discuter très en amont d'une situation problématique. Et on sait à quel point les CCAS, mais aussi les unités territoriales d'appui médico-social ont besoin d'appui parfois sanitaire, mais pas que. Et que cette communauté, c'est un creuset où ces dialogues s'instaurent. Donc, on a besoin de vous pour essayer de travailler sur des ruptures de parcours, en l'occurrence. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, mais… C'est voilà en tout cas à mes premières questions, oui. Après, okay. J'avais une question un peu plus maligne, à voir ce que vous êtes en train de faire. Je me pose la question, si vous ne réinventez pas l'Amérique sur un certain nombre de points, par exemple sur vos cartographies, en d'autres termes, est-ce que ce que je peux obtenir sur Doctolib, vous n'êtes pas en train de le recréer? Voilà, c'est la première question un peu ironique que je voulais vous poser. La deuxième, elle m'a été inspirée par la conférence que nous avons eue hier au conseil d'administration de l'Eurodistrict, où nous avons eu un exposé sur l'accès aux soins au niveau de transfrontalier et où des gens réfléchissent depuis des années et discutent depuis des années pour s'apercevoir qu'il y a des blocages institutionnels un petit peu partout. Et donc, ma question ironique était de savoir est-ce que vous ne risquez pas aussi des blocages institutionnels par rapport à vos projets? Alors, par rapport à la réinvention de l'eau tiède dans notre territoire, alors on a justement envie d'avoir une ouverture suffisamment large pour l'éviter. Alors, s'agissant de Doctolib, alors la réponse que je vais vous donner, ça n'engage que moi. Hein. Donc, cette start-up extrêmement portée par le gouvernement pendant le Covid sur les rendez-vous dans les centres de vaccination est aujourd'hui un peu à la manœuvre pour réguler l'accès. Alors, elle ne régule pas l'accès aux soins, mais elle régule au moins la prise de rendez-vous. Donc, si vous voulez, nous, on a une approche extrêmement qualitative, là où Doctolib a une approche extrêmement quantitative, c'est-à-dire qu'il propose à des praticiens de pouvoir gérer leur agenda. Nous, ce n'est pas le but. Le but, c'est justement d'affiner les besoins autour d'une situation problématique. Un patient qui n'a pas de médecin traitant, qui est à la recherche d'un médecin traitant, fait appel à son cercle de soins, des infirmiers, un kiné qui peut être dans la boucle. Et on a vocation, nous, à essayer de travailler l'accès aux soins, c'est-à-dire comment on trouve un médecin traitant le plus proche de chez lui qui serait peut-être en capacité de faire des visites à domicile et comment on peut épauler ce médecin traitant ou cette équipe traitante quand une équipe n'a pas encore de médecin traitant mais existe déjà parce que des patients ont des infirmiers, ont des kinés, ont des travailleurs, ont des professionnels de santé à domicile, et comment on les épaule et comment on travaille le parcours de ce patient. Ce que ne fait pas du tout Doctolib. Hein. Doctolib, ils sont à des années-lumière de la proposition on essaie de travailler. On est directement ancré dans le territoire, on connaît les tenants et les aboutissants, et surtout, on va vers les personnes qui sont le plus en capacité de répondre à ces questions.
Donc, le but, ce n'est pas qu'on essaie d'être en autarcie et de recréer un univers propre à la CPTS-SEMSO, mais justement de pouvoir, par une communication forte, découvrir les richesses de ce territoire, des offreurs qui sont des offreurs dans le sanitaire, dans le social et le médico-social, et de donner une réponse très spécifique à ces patients qui sont en rupture de parcours. Et pour la deuxième partie de la question, au niveau de l'Eurométropole, et puis des réflexions qu'il y a, en fait, nous, on est proche du contrat local de santé. On essaie vraiment de s'informer sur ce qui se passe et effectivement pour éviter de perdre du temps à réinventer des choses qui sont déjà en cours. Donc voilà, ce gros travail de veille un peu documentaire et de veille, on essaie de le réaliser. On sort à peine de 6 mois on émerge, hein. Donc l'idée de ces réunions qu'on fait aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver des partenaires, des contributeurs qui ont envie de participer à cette belle aventure de notre communauté. Donc voilà ma réponse autour de Doctolib et puis autour de ce qui se passe dans l'Eurométropole. Je voudrais juste la compléter, et puis je m'arrêterai de monopoliser le micro. Est-ce que cette démarche qui, si j'ai bien compris, est encouragée par la Sécurité sociale, par la caisse primaire, est-ce qu'elle a les encouragements ou les réticences des structures corporatistes de la médecine? Je parle bien sûr de l'ordre des médecins, de l'ordre de ceci. J'avais cru comprendre qu'il y avait des réticences de ce côté-là. Alors, vous êtes très politique, monsieur le maire. Alors, évidemment, l'arrivée de ces communautés, alors, ce que je veux dire, effectivement, il y a des réticences. Il y a eu un gros mouvement autour de la réécriture de la convention médicale, en l'occurrence, hein, avec Médecins pour demain qui était très, très à la pointe d'émissionner des CPTS, des communautés. Moi, ce que j'ai envie de dire à ces réticents et à ces personnes qui ont du mal à comprendre pourquoi ces organisations émergent, c'est leur dire, on n'a pas eu beaucoup d'occasions dans les 50 dernières années de prendre notre destin en main, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces communautés sont d'abord animées par des professionnels libéraux qui ont une envie d'aller s'ouvrir vers d'autres champs de la santé qui sont le social et le médico-social. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un coup à jouer. Maintenant, effectivement, dans le cadre de la convention monocatégorielle médicale, les médecins libéraux sont extrêmement de plus en plus contraints par différentes choses. Mais j'ai envie d'être… Moi, je suis un garçon optimiste, hein, médecin libéral depuis maintenant bientôt 25 ans. J'ai envie de leur dire, pourquoi pas saisir notre destin et puis d'aller construire des choses et faire des contre-propositions à nos financeurs, au ministère, plutôt que de rester dans nos précarés et de continuer à rester cloisonnés dans notre vision purement sanitaire et médicale de soignants, et puis d'aller un peu plus largement rencontrer tous les offreurs de soins ou de santé dans un territoire. Donc oui, je ne vous cache pas, hein, ça a été compliqué. Le forfait structure, en l'occurrence, hein, ça a été un sujet où on a globalement imposé aux professionnels d'adhérer à des structures des communautés pour bénéficier du forfait structure qui était versé ensuite par la Sécurité sociale. Alors, le paradoxe, c'est qu'on a vu beaucoup d'adhésions de fin d'année 2022. Pour 10 €, tu pouvais en gagner 2800 de l'autre côté en tant que professionnel de santé libéral médecin. Donc, il y a eu des adhésions qui sont des adhésions un peu intéressées. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à chercher ces professionnels qui rentrent dans un dialogue, qui trouvent des réponses à leurs problématiques quotidiennes avec leurs patients. Et c'est bien l'objet de la communauté, c'est de créer des espaces de dialogue, de travail, des groupes de travail autour de problématiques de santé. Et le reste, pour moi, c'est du bavardage, en fait. Okay. Voilà. Je ne vais pas me faire des amis, je ne sais pas. Ce n'est pas mon but. Hein. Merci, Monsieur Schall. Merci, Monsieur le maire. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Peut-être que l'exposé était limpide. Hein. Vous êtes vraiment tous et toutes les bienvenus en tant qu'adhésion financière ou pas, convention avec nous. Et voilà, on a envie de vous dire aujourd'hui qu'on est extrêmement ouvert à nouer des dialogues avec des partenaires avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, mais qui s'occupent
du bien-être et de la santé des gens du territoire. Voilà, des personnes, des habitants, je ne sais pas comment le dire. J'aime pas le mot usager. Des citoyens, on va dire, parce que je pense que monsieur le maire aime bien le mot citoyen. Tout à fait. Quelqu'un d'autre souhaitait intervenir, poser une question, un éclaircissement sur quelque chose? Non, bon, apparemment, tout a été très clair. Écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Et donc, je le redis, vous pouvez intégrer les groupes de travail et nous contacter même pour d'autres projets qui vous sembleraient pertinents et en adéquation avec les missions de la CPTS, sachant que nos missions, elles sont celles que je vous ai données, mais ça peut être très large et des opportunités peuvent se créer sur d'autres thématiques auxquelles on n'a pas forcément encore pensé ou commencé à travailler encore aujourd'hui, puisqu'on n'a que 6 mois officiels d'existence et de financement. Donc, c'est pour ça que les actions démarrent les unes après les autres, mais de façon un peu graduée. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous contacter si vous voulez qu'on se rencontre pour des projets plus spécifiques qui vous concerneraient. Voilà. Je vous invite le 20 avril au groupe de travail Mission 2 autour du parcours patient dans les soins palliatifs, santé mentale, troubles du neurodéveloppement. Et puis, un gros sujet autour du lien ville-hôpital où on essaie de travailler avec les pôles, les services, et puis on travaille aussi en inter-CPTS à l'écriture d'un livre blanc qui va mettre en exergue des choses qui marchent déjà. Il faut quand même positiver et puis célébrer les choses qui marchent entre la ville et l'hôpital. Et puis travailler l'avenir avec l'hôpital. Et notre hôpital de référence, c'est bien les hôpitaux universitaires. Et on veut rédiger un livre blanc, quelque chose d'assez beau, mise en page autour du lien ville-hôpital avec le groupement hospitalier de territoire numéro 10, en fait celui sur lequel on est installé. Donc voilà, des belles perspectives. Et ça, c'est le 20 avril. Et je vous accueillerai avec un grand plaisir. Et j'ajouterai notre première journée CPTS qui aura lieu le 3 juin. Je fais un peu le pitch, où on aimerait bien qu'à s'agrège tous nos partenaires et qu'on puisse passer un moment un peu de convivialité au tout début du printemps, voilà, pour un peu célébrer ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir.